Erev Tov les Koulam, on est très content de se retrouver grâce à Midrash et Yehuda Manitou. On retrouve le Rav Shmuel Uziel, comme chaque mardi après-midi. Et c'est le troisième cours sur l'identité juive dans les écrits de Manitou. Vechavod Harav. Erev Tov, effectivement, on va continuer aujourd'hui à voir comment Manitou, petit à petit, construit ce que est la véritable nature, ou en tout cas la véritable manière d'aborder ce qu'est la nature de l'identité juive. Et la semaine dernière, on avait surtout vu comment Manitou nous faisait la différence entre ce qu'il avait appelé le savoir-être et ce qu'il avait appelé par ailleurs, pas le savoir-être, mais le vouloir-être. Et par opposition entre, on peut dire, cette dialectique, il nous avait parlé comment le savoir-être, c'est-à-dire se connaître soi-même, la nature fondamentale d'un individu ou d'une personne, ne peut pas véritablement déterminer l'identité d'une personne, le fait de la définir, le fait de la connaître, parce que nous savons que l'identité est en fait en perpétuelle construction. Et si, comme on l'avait vu la semaine dernière, véritablement on essaye de comprendre ce qu'est l'existence juive, eh bien l'identité juive, l'existence juive, doit être considérée comme le moteur principal de la vie, de l'existence. C'est pour ça qu'il a parlé de responsabilité, il a parlé aussi du fait que il faut se connaître soi-même, il faut avoir une réflexion sur soi-même, mais il faut être conscient qu'on ne peut pas donner de définition et qu'on ne peut pas définir véritablement ce qu'est une identité. Dans la suite du texte que nous allons voir aujourd'hui, Manitou continue sur sa lancée et va maintenant aborder une deuxième, on peut dire comme ça, une deuxième dimension de son analyse de l'identité juive, en demandant s'il existe vraiment un juif. Est-ce qu'il en existe vraiment? C'est ça la question, en fait, que se demande Manitou. Le juif existe-t-il? Je vous montre le texte, vous allez voir, il ne le pose pas de cette manière-là, mais la question ressemble fort bien à ce que je viens de dire maintenant. Voilà ce que dit ici Manitou. Les titres en bleu ou etc. sont de moi, ce n'est pas dans le texte de Manitou lui-même, simplement pour avoir une idée de quoi on parle. Eh bien, Manitou demande la chose suivante, que vous voyez ici à la ligne 13, 16, pardon, étant donné l'identité juive qui se présente d'abord à nous comme un destin, c'est-à-dire quelque chose de donné, un savoir-être, y a-t-il une manière de transformer ce destin en une destinée lucidement assumée, un vouloir-être? C'est-à-dire, est-ce que je peux vraiment transformer l'être juif en une existence juive, c'est-à-dire quelque chose qui soit au niveau du vécu? Et nous dit-il, peut-être se présentera-t-il de plusieurs manières, en ce cas, quelle est la plus authentique ou la plus efficace? Donc, la question que demande Manitou est la chose suivante. Il y a un être juif, mais l'être juif, on l'a vu, ça ne peut pas être l'identité juive, puisque l'identité évolue. Donc, qu'est-ce que c'est que cet être juif face à l'identité qui évolue, qui est donc un vouloir-être, qui est quelque chose comme une prise en main? Et donc, il nous demande, comment peut-on véritablement prendre en main cet être et en transformer en quelque chose qui soit du vécu, de l'existence? Et il fait une petite parenthèse qui va être très importante, parce qu'en fin de compte, la conclusion de Manitou va revenir sur cette petite parenthèse. C'est ce que j'ai nommé ici le Stam Yehudi, et dont Yosef nous avait parlé il y a 2 ou 3 cours. Il nous dit la chose suivante. C'est pourquoi il faut d'abord dire qu'il manque quelqu'un parmi nous. C'est-à-dire, en gros, il dit, il manque le Stam Yehudi. Il manque le juif. Pourquoi? Les nuances idéologiques du monde juif sont théoriquement toutes rassemblées ici. Il me semble c'est une intervention qu'il a dû donner peut-être au colloque des intellectuels juifs dans les années 60, 70, quelque part. Et donc, il nous dit, les nuances idéologiques sont toutes rassemblées ici, depuis, premier extrême, le juif se définissant par la religion, c'est-à-dire celui qui dit « je suis religieux », puisque je suis religieuse, je suis juif, et donc j'exclus évidemment hors de la judaïté tous ceux qui ne sont pas religieux, ou que l'on définit par elle,
C'est-à-dire, soit lui se définit par l'être religieux, soit que l'on définisse juif par la religion, indépendamment de ce que c'est une personne. Comme j'ai dit, si tu es juif, ça veut dire que tu es religieux. Tu n'es pas religieux, tu n'es pas juif. L'autre opposé, jusqu'au juif se définissant conventionnellement par la nation. Il fait partie de la nation juive. Voilà. Et alors, est-il juif ou pas? Du point de vue de la halakha, ce n'est pas clair. Du point de vue de la religion, c'est clair qu'il n'est pas religieux. Mais il se définit comme faisant partie de la nation juive. Donc, en tout cas, nous dit Manitou, voilà, il y a tout ce qu'on veut ici. Dans la salle en question où il parlait, il y a tout le monde. On pourrait dire aussi à son époque, dans les années 60, encore plus aujourd'hui. Mais, dit-il, nous sommes tous peu ou prou secondarisés, c'est-à-dire cherchant à savoir ou à exprimer ce que nous sommes. C'est-à-dire, dit Manitou, en fait, nous sommes tous des juifs qui se définissent par autre chose que le fait tout simplement d'être juifs. Nous cherchons à trouver quelque chose, un concept, une notion, un système qui puisse nous définir, nous donner une définition claire de ce que c'est qu'être juif. En fait, ce que nous cherchons, c'est définir ce qui est juif par autre chose que ce qui est juif. De la même façon, par exemple, que si j'essaie de définir qu'est-ce que c'est que la lumière, alors je vais définir cela en disant oui, c'est ce qui est clair, c'est ce qui provoque tel et tel phénomène, etc. C'est-à-dire, je vais essayer d'abandonner la réalité même de ce qu'est la lumière pour rapprocher l'esprit de la lumière par un autre biais, par un autre chemin. Et donc, nous dit Manitou, en fait, nous sommes là parce que nous voulons essayer de comprendre ce que c'est qu'être juif sans savoir directement ce que c'est. C'est-à-dire en ne prenant comme définition de l'être juif que ce qui n'est pas, a priori, la définition même. Et il nous dit donc, celui qui manque ici, ben c'est précisément le simple juif, le Stam Yehudi. C'est-à-dire, il serait le juif qui ne se pose pas ou pas encore le problème de son identité. À partir de quel moment pose-t-on la question de l'identité, nous dit Manitou, à partir du moment où nous prenons distance entre nous et notre identité. Pour donner un exemple très simple, quelqu'un qui essaye de définir son moi, c'est-à-dire qui il essaye de se projeter à l'extérieur de lui-même et de se regarder de manière objective, comme s'il n'était pas lui-même. Et donc, nous dit-il, ce qui se passe ici, c'est la même façon de réfléchir. J'essaye d'être objectivement juif, c'est-à-dire j'essaye d'être un observateur objectif qui considérerait moi, qui me considérerait, et qui essaye de me définir en me disant maintenant, je vais te dire qui tu es, toi juif. Eh bien, dit-il, on oublie tout simplement que, en dehors des définitions que nous nous donnons de l'extérieur, il y aurait peut-être à envisager cette espèce de vécu de l'intérieur, de l'intimité même du juif, qui serait le juif qui ne se pose pas le problème de son identité. C'est-à-dire le juif qui est juif parce qu'il est juif, parce qu'il se sait, se ressent et vit une existence juive. Il le dit ici, tout de suite à la ligne 30, ce juif-là se borne à exister, l'existence juive de Ner, c'est-à-dire une existence dans laquelle je n'ai pas besoin de me poser la question de savoir qui je suis, parce que c'est bien évident, c'est-à-dire être ce qu'on est. Il y a une définition tout à fait équivalente dans les enseignements du Rav Kook. Dans les enseignements du Rav Kook, on trouve une interprétation, un commentaire très intéressant sur un verset qui dit que un homme, un tzaddik, doit être être un homme de foi. Tzaddik be'emunato yichye. C'est un verset. Et dans ce verset, tzaddik be'emunato yichye, l'interprétation que l'on donne en général, c'est qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui vit avec une foi. Il a la foi en Dieu. Il est tzaddik be'emunato yichye. Le Rav Kook dit, c'est pas ça la définition. C'est pas ça l'interprétation du verset. Le verset veut dire quelque chose de complètement différent.
il ne veut pas dire qu'un tzaddik a de la foi en Dieu, que le tzaddik, le juste, est porteur d'une foi en Dieu. Il veut dire que la définition de ce qu'est un tzaddik, c'est un homme qui vit, qui se borne à exister sa foi, sa émouna. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui serait A et qui porterait en lui un élément important de sa vie qui serait B, à savoir la foi. Le tzaddik A ne porte pas en lui la foi B. La foi B, c'est ça l'existence de A. Il ne la porte pas en lui, il est sa foi en Dieu. Et donc, ici nous dit le Rav Kook, et donc Manitou aussi, quand on va parler du juif, le Stam Yehudi, eh bien, on parle de celui qui est son judaïsme, qui est son juif. Il ne cherche pas à se définir en tant qu'homme qui serait en plus juif, mais il est juif parce que c'est ça, son être même. C'est ça son existence même. Et donc, il ne s'agit pas maintenant de définir un certain homme, puis ensuite de réfléchir qu'est-ce que c'est que cet homme-là, et est-ce que cet homme-là est juif ou pas juif, est-ce qu'il correspond bien à ce que c'est qu'être juif ou pas, mais au contraire, il faut se pencher sur cet homme, sur cette, on peut dire, cette existence particulière, qui est l'existence de celui qui se sait, se dit, se pense, se vit en tant que juif. Et donc, nous dit-il à la ligne 29-30, il serait le juif qui ne se pose pas la question du problème de son identité. Il se borne à exister, c'est-à-dire à être cette façon d'être homme qui fait précisément l'objet de notre débat. Et donc, dit-il, il manque. Il manque. Pourquoi manque-t-il? Parce que dans l'assemblée des gens à qui Manitou s'adresse, visiblement, il y a surtout, ou pourrait-on dire presque uniquement, des hommes qui sont des hommes juifs à ce que Manitou appelle à l'état second. C'est-à-dire, ils ne sont pas juifs directement, parce que c'est leur réalité, leur nature, leur identité, leur existence. Comme dit le Rav Kook, ils ne vivent pas leur judaïsme ou le juif qui est en eux de façon absolue et pleine. Et donc, nous dit-il, il manque cette façon d'être homme qui précisément est ce qu'on appelle le juif. Et Manitou de continuer en disant, il y a là une dignité qui nous dépasse, il y a là une dignité qui nous dépasse, mais nous pouvons nous consoler quelque peu en pensant que la recherche, c'est déjà y participer. C'est-à-dire, nous dit Manitou, il faut savoir qu'il y a très certainement en nous le désir de savoir ou d'arriver ou de saisir cette identité du simple juif. En fait, toutes les questions que nous nous posons, c'est précisément parce que nous n'arrivons pas à vivre à ce niveau-là de judaïté qui soit évident, qui soit une évidence de l'existence. Tant que nous sommes en retrait de nous-mêmes, tant que nous sommes en retrait par rapport à notre identité intime et profonde, eh bien, nous aurons toujours une distance entre nous et nous-mêmes, et jamais nous pourrons arriver à être un Stam Yehudi. Ce que nous allons être, ce sera toujours un homme juif qui réfléchit sur sa manière d'être juif. Mais on ne sera pas un juif. Mais, dit-il, la consolation, c'est que puisqu'on essaye d'y parvenir, ça veut dire qu'on y est d'une certaine façon déjà rapproché, déjà, on peut dire, on le vit déjà d'une certaine manière, ne serait-ce par le désir d'y arriver, de l'obtenir. Et donc, nous dit-il, la première évidence à récupérer que cette sorte de juif existe, premièrement. Et on va voir qu'il va en parler tout à fait à la fin du texte. Quand on arrivera à la fin du texte, on verra comment Manitou va nous expliquer qui sont cette sorte de juifs qui existent en tant que juifs sans se poser la question de savoir ce que ça veut dire ou ce que ça ne veut pas dire. Et il précise bien, je ne parle pas seulement de notre mémoire collective, je ne parle pas du passé qu'un jour il y a eu des juifs comme ça. Non, non, je parle aujourd'hui, au présent, réellement. Et c'est la seule qui pourra donner un sens à nos débats, c'est-à-dire que si ça n'existait pas aujourd'hui, s'il n'y avait pas de juifs qui ne se posent pas la question de l'identité juive,
alors on serait dans une situation catastrophique, pour ne pas dire tragique. En effet, si évidemment il n'existe pas de juifs qui ne se posent pas la question, ça veut dire qu'il n'existe pas de juifs authentiques. S'il n'existe pas de juifs authentiques, est-ce qu'être juif, ça a un sens? Et donc le Manitou nous dit, la question que nous nous posons, qu'est-ce qu'être juif, a un sens, parce que il y a des juifs qui existent. Il y a des juifs. Donc, existe-t-il des juifs? Réponse de Manitou, ben évidemment, il en existe. Mais surtout, heureusement, s'il n'en existait pas, on ne pourrait pas se poser la question de l'être juif et il n'y aurait pas de sens à la poser. Maintenant, après avoir posé, on peut dire comme ça, cette idée, Manitou va maintenant aborder deux directions de pensée qui sont écrites en vous, l'histoire et le collectif, par lequel Manitou va essayer de nous montrer qu'il est possible de récupérer cette identité juive en tant que Stam Yehudi. On va pouvoir la récupérer par deux moyens, c'est-à-dire par deux, j'aurais pu dire, véritables travaux sur nous-mêmes, par une espèce de véritable investissement de chacun d'entre nous, on peut arriver à récupérer ce que c'était et ce que c'est au présent. Et c'est ce qu'il commence en disant, cela dit, deux notions principales me semblent devoir être analysées, c'est-à-dire il y a deux moyens d'y arriver. La première est celle du repère que l'histoire peut nous donner, ligne 6. C'est-à-dire, on va le voir tout de suite, ça va être le premier mouvement de son texte, il va nous montrer comment, par une analyse de l'histoire, de la situation historique, du rapport et de la relation avec l'histoire, on peut petit à petit récupérer ce vécu authentique de ce que c'est que l'identité juive, et c'est véritablement confronté avec l'histoire qu'on va pouvoir sincèrement retrouver ce que c'est que l'identité juive. Dans un deuxième mouvement qui en découle, nous dit-il, et qui servira de conclusion provisoire, on va pouvoir démontrer et montrer que l'identité n'est pas une identité individuelle, mais qu'elle est collective. C'est-à-dire, être juif, ce n'est pas quelque chose qui me concerne uniquement moi-même en tant qu'être humain, mais elle me concerne toujours en tant que participant, en tant qu'appartenant à une collectivité. Il n'existe pas d'identité juive au sens individuel, de la même manière qu'il existe un monsieur Moshe ou un monsieur David. Il existe peut-être un monsieur Moshe, mais un monsieur qui serait juif tout seul, ça n'existe pas. Être juif, ça veut dire faire partie, appartenir à une collectivité, nécessairement. À partir du moment où il a posé donc le plan de ce qui va être son article maintenant, il va mettre juste quelques lignes pour nous dire « Écartons donc l'idée d'un credo abstrait ». C'est-à-dire, il est donc, puisque les deux dimensions dont on parle sont soit l'histoire, soit le caractère collectif, et on verra que ça va déborder sur le caractère universel de l'identité, eh bien, dit-il, étant donné que c'est cela, il est évident qu'on ne peut pas définir être juif comme quelque chose qui ne concernerait que l'individu. Comme par exemple, une définition qui dirait « est juif celui qui adhère à premièrement cela, deuxièmement cela, troisièmement cela ». C'est-à-dire, les articles foi de Maïmonide, par exemple, ne sont pas la définition du juif, mais c'est une fois que tu es juif, voilà ce qu'on te recommande de penser, voilà à quoi on te recommande d'avoir foi. Et donc, les articles de foi ne sont pas la définition du juif, c'est quelque chose qui survient après qu'on ait défini qui était juif. Toute définition de ce genre, nous dit Manitou, a le grand défaut d'exclure inévitablement quelqu'un, qui que ce soit, d'une identité que l'histoire nous montre est le propre d'une collectivité. C'est-à-dire, à partir du moment où on définit être juif comme quelque chose qui est de l'ordre de l'abstraction, c'est-à-dire des idées, de la pensée, des concepts, eh bien, ce que l'on fait, c'est que l'on va nécessairement faire revenir l'identité juive de la dimension collective, et on va voir universelle qu'elle a,
a une dimension personnelle et individuelle, ce qui fait que nécessairement, on va mettre à l'extérieur du judaïsme tous ceux qui ne correspondent pas à cette définition, j'aurais pu dire individuelle, personnelle. Donc, nous dit-il, je reviens donc sur le plan, nous avons vu la semaine dernière qu'est-ce que ça veut dire le savoir-être face au vouloir-être, et Manitou nous avait dit le vouloir-être, c'est-à-dire le fait d'exister, de donner un sens à notre existence, est beaucoup plus important qu'une définition théorique. Il nous a ensuite montré qu'en fait, la définition même du juif serait d'être un stam yehudi qui n'a pas de définition, qui est juif parce qu'il est juif, parce qu'il est visiblement la réalisation, la prégnance de cette identité juive dans on peut dire la matière humaine. Une fois qu'il a posé cette théorie, eh bien, il nous dira, étant donné que ces juifs existent, il y a un sens à le rechercher, comment y arriver. On le fera par l'intermédiaire de l'histoire et par l'intermédiaire de l'aspect collectif, c'est-à-dire qu'on va tout de suite écarter tous ceux qui pensent qu'on peut définir un juif simplement par ce qu'il pense, ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Ce n'est pas ça la définition du juif. La première dimension qui va nous aider à rentrer dans l'espace de l'identité juive, c'est ce que Manitou appelle l'histoire. Alors, il faut savoir, évidemment, vous allez le voir tout de suite dans 3 lignes, à la ligne 16, que Manitou ne parle jamais d'histoire au sens de l'histoire avec un grand H, on l'a vu de manière très, très abondante dans les cours précédents. On va tout de suite lire les quelques premières phrases. En premier lieu, en effet, la perception historique que nous pouvons avoir de nous-mêmes est de l'ordre de la mémoire. Quelle est la relation, le rapport entre l'individu et l'histoire? C'est évidemment la mémoire. C'est-à-dire que pour Manitou, quand on parle d'histoire, on parle du passé. Le passé tel que nous nous en rappelons. Pour Manitou, l'histoire, c'est toujours ce qui s'est passé avant. Et donc, on a besoin de la mémoire. Mais Manitou rappelle tout de suite, nous sommes inévitablement confrontés à un passé dont nous sommes issus par engendrement. Mais, en fait, étant donné que les identités évoluent, les identités changent, on sait qu'il parle très souvent des mutations d'identité. Donc, dit-il, évidemment, l'identité ne peut pas être, ou la perception historique ne peut pas être simplement regarder, se souvenir du passé. Il y a un engendrement, c'est-à-dire il y a une influence du passé sur nous-mêmes, aujourd'hui, au présent, et évidemment, ça va déboucher aussi sur l'avenir, on va en parler tout à l'heure. Donc, nous dit-il, nous sommes issus par engendrement et pas seulement par souvenir. La première chose à éviter est donc de risquer de dénaturer ce passé commun par notre équation personnelle qui ne doit intervenir qu'en second lieu. C'est-à-dire, nous dit Manitou, mon rapport avec le passé ne sera pas seulement un rapport de souvenir, c'est-à-dire aujourd'hui, au temps zéro, au temps présent, je me souviens de ce qui s'est passé au temps -10, ce qui s'est passé il y a 10 ans, mais, nous dit-il, le problème, c'est qu'il ne faut pas dénaturer ce passé commun. Il rajoute commun, bien qu'il n'en parle pas tout de suite. Il va en parler dans la deuxième partie, dans le deuxième mouvement. Il va parler de qu'est-ce que c'est que ce collectif auquel nous participons tous. Pour le moment, il rappelle juste que c'est un passé commun. Et nous dit-il, ce passé commun, il faut faire très attention de ne pas le dénaturer. Pourquoi? Parce que notre équation personnelle au présent, notre manière de vivre au présent, notre manière d'être homme au présent, peut en fait dénaturer le passé parce que nous le lisons, nous l'interprétons de manière erronée. C'est-à-dire que nous nous en souvenons de mauvaise façon, de mauvaise manière. Donc il dit qu'il faut faire très très attention. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut véritablement appréhender ce passé. Et donc il faut savoir que la mémoire est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est quelque chose qui, en fin de compte, peut jouer des tours, et notamment au présent, parce que, à cause de notre façon de lire notre existence, de lire notre vie, de lire notre histoire, nous déformons le passé que nous avons vécu,
Et donc, notre équation personnelle, dit-il, va effacer, dénaturer cette identité, et donc il va falloir éviter de la faire rentrer en jeu. Il faut bien que cette mémoire existe objectivement, à l'abri de toutes les altérations que peut lui faire subir la conscience subjective. Si moi qui lis mon passé, je le déforme parce que c'est moi qui le lis, eh bien, il va falloir nécessairement qu'il y ait un livre à lire. C'est-à-dire, le passé, il va falloir que je le découvre dans sa pureté, que je le découvre tel qu'il est vraiment. Comment puis-je découvrir un passé tel qu'il est vraiment si à chaque fois que je le lis, je le déforme? Il dit, ça existe. Le contenu, et là je vais rajouter un petit mot sur ce que Manitou dit, le contenu de la mémoire individuelle de chacun d'entre nous existe. C'est-à-dire, bien qu'à chaque fois que je me rappelle de quelque chose, je le déforme, il n'empêche qu'il y a un contenu de cette mémoire qui existe pour chacun d'entre nous. C'est l'ensemble de ce que nous appelons la tradition. La tradition, ce n'est pas simplement un ensemble de faits qu'on nous raconte, mais c'est véritablement ce que je dois me souvenir à chaque instant, c'est-à-dire ce qui doit me transformer en Stam Yehudi. Je dois être un Stam Yehudi. Mais comment puis-je être un Stam Yehudi puisque je ne sais pas ce que c'est? C'est très facile. J'ai qu'à aborder les textes de la tradition. Ces textes qui s'appellent la Bible, le Talmud et bien d'autres choses encore, sont comme la carte d'identité de ce qu'est Israël. Parce qu'ils ont en eux l'ensemble de la mémoire dont j'ai à me souvenir, c'est-à-dire la mémoire dont j'ai à vivre, que j'ai à vivre, comme le Stam Yehudi qui vit, eh bien, en fait, c'est comme si, en lisant la Bible, le Talmud et la philosophie juive, j'arrive, en fin de compte, à récupérer la mémoire malgré l'équation personnelle. Et donc, il dit, on ne peut nier leur existence, c'est une réalité. Donc, nous dit-il, nous avons la chance. On nous a donné la possibilité d'être au diapason de notre identité Stam Yehudi, c'est-à-dire d'un Stam Yehudi qui ne réfléchit pas sur la façon dont il est juif, sur la manière dont il faut être juif, sur les définitions, les concepts, les notions qui pourraient lui expliciter ce que c'est qu'être juif. Nous avons l'être juif en tant que tel. C'est quelque chose d'exceptionnel. Nous lisons la Torah, nous ne lisons pas quelque chose qui va nous apprendre une connaissance quelconque qui s'appellerait la religion juive, la métaphysique juive, la philosophie juive. Tout ça, c'est au second degré, ce qu'il a appelé la secondarisation. On n'en est pas du tout là. Ce que nous lisons quand nous lisons la Bible, le Talmud ou le Midrash, nous dit Manitou, ce que nous lisons, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Nous sommes la Bible, le Talmud et le Midrash. C'est notre carte d'identité. C'est ça qui fait ce que nous sommes. Et donc, paradoxalement, cette carte d'identité sur laquelle il y a écrit le nom, le prénom, l'adresse, l'âge, etc., il dit, en fait, cette carte d'identité, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire, ce n'est pas une somme de connaissances à notre sujet, ce n'est pas un développement philosophique, métaphysique et théologique sur ce qu'est être juif, c'est l'être juif lui-même. En l'absorbant en nous, par la connaissance, par l'étude, eh bien, nous acquérons notre identité, puisque la Torah, c'est la carte d'identité. C'est ce qui nous donne cette identité. Nous dit-il enfin, toute réflexion sur nous-mêmes et ce qualité doit en tenir compte objectivement, sans en dénaturer la portée par avance à l'aide de notions d'approche empruntées à des catégories ou des mentalités qui leur sont étrangères. Et donc, dit-il, nous n'étudions pas la Torah comme on étudie de la philosophie ou de la théologie. Quand on étudie de la philosophie et de la théologie, on apporte nous-mêmes les catégories, les notions, les concepts, les mentalités que nous avons lus, que nous avons étudiés, et grâce à cela, nous décryptons le texte qui se présente devant nous. Nous dit-il, la Torah n'est pas du tout c'est pas du tout de cette façon-là, excusez-moi, qu'on aborde la Torah. On n'aborde pas la Torah avec des catégories que nous nous serions appropriées à l'extérieur de la Torah. Au contraire, nous voulons effacer ces catégories que nous sommes appropriées, qui nous sont étrangères, pour acquérir
les catégories internes de l'être juif tel qu'il est dans la Torah. Et donc, nous dit-il, c'est cela véritablement le travail, j'aurais pu dire la véritable discipline que nous devons avoir en tant que juifs, c'est-à-dire savoir être au diapason de ce que l'être juif qui s'exprime dans les textes juifs va pas nous enseigner, pas nous apprendre, mais surtout va nous transformer, nous engendrer. Nous essayons d'être engendrés par le texte. Le texte doit nous transformer nous-mêmes. Il doit nous donner notre identité parce que, dit Manitou, c'est notre carte d'identité. Donc, en regardant ma carte d'identité, je sais qui je suis. C'est ce que nous devons faire en lisant la Torah. Eh bien, nous dit Manitou, c'est en cela que nous sommes différents des autres hommes. Parce que les autres groupes humains, ligne 26, ont eu aussi leur propre tradition. Mais ils se sont peut-être mesurés à elle dans une toute autre relation que la nôtre. Il rajoute le mot peut-être parce qu'il y aurait peut-être des exceptions à ce qu'il va dire maintenant. L'histoire donc de ces groupes humains les a menés sans doute à un point de rupture avec leur propre identité traditionnelle, ce qui habitue les hommes modernes, dans une schématisation arbitraire, à faire équivaloir le terme de tradition avec celui de passé révolu. La modernité, précisément, dit Manitou, et parmi tous les autres groupes humains, c'est précisément on peut dire, la façon dont nous acceptons de perdre ce qui était dans le passé pour pouvoir acquérir quelque chose qui soit différent, nouveau, adapté à une nouvelle situation existentielle. Nous sommes à l'époque d'aujourd'hui. Ce qui était le passé, nous dit Manitou, aux yeux des autres nations, aux yeux des autres groupes humains, est de l'ordre du révolu. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est le passé révolu? C'est-à-dire que ce n'est plus adapté. Je ne me reconnais pas. Mon identité n'est plus au diapason de ce qu'on disait il y a 100, 200, 3 ou 4000 ans. J'ai donc besoin d'une nouvelle identité qui soit la mienne aujourd'hui. Et donc la tradition est nécessairement révolue. Elle est caduque, obsolète. Ça ne m'intéresse plus. Simplement, c'est intéressant au niveau ethnologique, au niveau historique, au niveau sociologique, c'est-à-dire ou anthropologique. C'est-à-dire, c'est intéressant de savoir d'où on vient. Alors, on a quand même quelquefois un certain nombre de mélancolies. Ah, c'était bien, on vient des Cathares ou on vient, je ne sais pas moi, des Albigeois. Donc, on peut arriver à découvrir qu'on a un certain passé. Mais ce n'est pas parce que ce passé doit nous influencer en quoi que ce soit. Ce passé est complètement révolu. Manitou dit, mais alors qu'en est-il pour nous? Devrons-nous, nous aussi, considérer ce qui est écrit dans la Torah comme un passé révolu? Il dit non. Cette déception quant à l'essentiel, cette rupture avec soi-même, cette secondarisation définitive n'est pas le propre d'Israël. Notre relation avec le passé, avec la tradition, est complètement différente que les autres nations. Parce que chez nous, il faut savoir que la déception n'intervient pas parce que la déception intervient toujours et seulement à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que la notion, la carte d'identité, la Torah, la tradition, tout cela, c'est ce qui fait l'identité et le propre d'Israël. Mais c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, on est à une époque moderne et qu'il est parfois difficile de réaliser cette identité d'Israël autant que nous sommes. Mais ces difficultés, elles sont à l'échelle individuelle. Elles ne concernent pas du tout la définition de l'identité d'Israël en tant que telle. Mais si c'était le cas, est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement, dit Manitou, pardon, tomber dans le même travers que nous avions précisé plus haut, à savoir, mais qui dit que quelqu'un réussit? Est-il véritablement, est-ce que nous sommes vraiment sûrs qu'il y a quelqu'un qui réussit à conserver cette identité d'Israël, alors qu'à l'échelle individuelle, on sait qu'on n'a pratiquement aucune chance d'arriver à se mesurer avec cette identité, puisque nous sommes pris dans la modernité, la révolution, etc., etc. Manitou nous rappelait, le Stam Yehudi, il en existe. On en a connu, on en connaît. Tant qu'un seul homme peut, ligne 4, en menant cette mémoire au niveau du savoir, identifier identité et fidélité, un tel phénomène ne concerne pas encore Israël comme être collectif. Et donc ici, la collectivité, dont il parlera beaucoup plus dans la suite de son texte, vient simplement nous dire et nous souligner qu'en tant qu'individu, on peut avoir un problème.
en tant qu'Israël, en tant qu'Israël, la définition est claire, parce qu'Israël, en tant qu'Israël, se vit en tant qu'Israël. Le juif se vit en tant que juif, on peut dire, de manière collective. Au niveau individuel de chacun d'entre nous, il y a parfois des tensions, ou peut-être on pourrait même dire, il y a toujours des tensions. Mais c'est seulement au niveau de l'individu. Au niveau du collectif, non, il n'y a pas de problème. On est toujours dans l'identité d'Israël parce que, tout simplement, on la vit telle qu'elle est, sans aucun autre filtre, j'aurais pu dire. Donc, dans ce texte, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que Manitou nous dit? Alors maintenant, je vais faire un petit résumé. Je vais ensuite essayer d'élargir. Donc, pour vous dire ce que je vais faire, je vais essayer donc d'élargir un petit peu ce que Manitou dit ici pour essayer d'en donner une petite synthèse. Et comme en habitude, je vais ensuite essayer d'en apporter une petite critique parce qu'il y a certains points que Manitou n'explicite pas et qui me semble qu'il serait bon d'expliciter, et notamment certains points que Manitou aborde dans le texte, mais qui ne sont pas clairs, qu'on ne voit pas clairement apparaître. C'est une fois qu'on se pose la question qu'on voit qu'il a effectivement apporté une réponse. Donc, premièrement, petit résumé simplement pour qu'on sache donc, quel était donc le mouvement argumentaire de Manitou. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire ici? Il a commencé par nous dire qu'il faut savoir que la mémoire collective joue un rôle fondamental dans la création de notre identité et dans notre compréhension de nous-mêmes. Premier point. C'est-à-dire, c'est à ce niveau-là que ça se situe, au niveau du collectif. Deuxième point, il faut faire très attention de ne pas dénaturer justement ce stam Yehudi, cette existence juive, à cause de notre, qu'il appelle, équation personnelle. Ce qu'il appelle notre équation personnelle, c'est-à-dire l'interprétation subjective du passé, ne doit pas prévaloir sur ce que Manitou semble dire être une espèce de vie objective et partagée de l'existence juive, de l'identité juive. Il y a quelque chose d'objectif qui est là. La mémoire, ce n'est pas un souvenir, nous dit-il, c'est quelque chose qui doit exister au présent, objectif. Et donc, il faut le préserver de toutes les altérations que la conscience subjective pourrait évidemment lui imposer. C'était la deuxième chose que Manitou avait soulignée. Dans le troisième argument, Manitou rajoute encore une dimension différente et il nous dit, sachez que ce que l'on appelle la tradition, c'est-à-dire les textes, la Bible, le Talmud, c'est cela précisément qui exprime, par l'héritage culturel, historique qui est indéniable, c'est ça qui exprime l'identité d'Israël, c'est-à-dire qu'ils devront être la base sur laquelle une réflexion sur soi-même, sur son identité, en tant que collectivité, encore une fois, pas en tant qu'individuel, en tant que collectivité, eh bien, cette réflexion doit se fonder justement sur ces textes. Donc, troisième argument de Manitou. Enfin, dit-il, sachez que quand on regarde ce qui se passe de manière objective, eh bien, il faut faire très attention de ne pas le filtrer avec des concepts qui nous sont complètement étrangers. Donc, voilà ce que Manitou nous dit dans la première partie de ce petit chapitre, on pourrait dire de cette manière-là. Donc, alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Quels sont les principes que Manitou nous enseigne donc sur l'identité juive? Il nous a dit, premièrement, il faut avoir une approche sociologique de la mémoire. C'est-à-dire, la mémoire, l'identité, met l'accent sur le caractère social et collectif. La mémoire individuelle n'a pas de sens au niveau de l'identité juive. Je ne peux pas me rappeler, moi, ce que veut dire être juif. C'est-à-dire, la mémoire ici, c'est la mémoire collective, la mémoire de tous, c'est-à-dire celle du Midrash, celle du Tanakh, celle du Talmud, celle du Maharal, etc., etc. Donc, la mémoire va être donc un phénomène social, et si c'est un phénomène social, ça va nécessairement déboucher, c'est pas écrit dans le texte de Manitou, mais ça apparaît directement, ça va déboucher dans des interactions et des relations sociales. Ça ne peut pas être autrement.
C'est-à-dire, tu ne peux pas être juif tout seul. Je vous rappelle que quand on fait la tfila, on est en minyan. On n'est jamais tout seul. Quand on est obligé, on l'est. Mais l'idéal, c'est d'être avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que l'idéal, ça veut dire que quand je prie Dieu, je ne dis pas mon Dieu, parce que mon Dieu, c'est que le mien. Et que celui qui est à côté de moi dans le même minyan, il prie aussi son Dieu, qui est le sien. Mais on prie le même. C'est-à-dire que mon Dieu et son Dieu, c'est les mêmes. Donc, interaction et relations sociales. Ce qui veut dire, donc, plus globalement, que notre mémoire individuelle, personnelle, notre Dieu, doit être enracinée dans l'appartenance à la collectivité. Appartenance qui sera nécessairement définie par, premier temps, la famille, puis, on peut dire, plus élargie, la classe sociale, la nation, et puis en gros, la religion, la Torah, etc. Et donc, notre perception historique, celle dont Manitou veut justement nous éveiller à son existence, elle est de l'ordre de la mémoire, mais façonnée par des représentations collectives dans lesquelles nous évoluons. Et donc, ce que l'on voit apparaître de manière très, très claire ici, c'est que Manitou nous dit, vous devez vous souvenir de l'identité. Il va parler de l'identité hébraïque, comme on l'a déjà vu dans les autres études que nous avons faites, dans lesquelles le juif doit se rappeler qu'il a été un hébreu à un moment. Mais c'est pas quand il parle d'un hébreu, il ne parle pas d'un hébreu particulier. Quand il parle d'un juif, il ne parle pas d'un juif en particulier. Mais ça veut dire que le juif, en tant qu'existence, l'existence juive, doit se souvenir de façon collective de la représentation collective qui existait à l'époque hébraïque. Ensuite, on peut dire, puisque nous sommes en permanence en interaction, nous, entre notre mémoire individuelle et la mémoire collective, ça veut dire en fait que nous allons nécessairement reconstruire et donc influencer tout ce que nous nous souvenons autour et grâce au discours collectif de ce qu'il appelle Israël. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre le souvenir, je vais donner quelque chose qui peut vous sembler peut-être un peu paradoxal, on ne peut pas venir le souvenir de la sortie d'Égypte comme si moi, Shmuel, j'étais passé en Égypte et que j'avais passé la mer Rouge. Ça n'a pas de sens. En gros, dirait Manitou, si tu essayes d'être à la soirée du Seder fidèle à ce que la Torah demande, alors tu ne vas pas essayer de t'imaginer toi en train de passer la mer Rouge, mais tu vas essayer de t'imaginer toi avec les autres en train de passer la mer Rouge. C'est-à-dire que nous allons reconstruire notre présence en tant que juif, notre présence en tant qu'existence juive, on va tout reconstruire autour du collectif, de la mémoire collective, puisque effectivement, il y a une dimension sociale. Et donc, notre mémoire individuelle va nécessairement être confrontée à un passé qui sera, lui, absolument commun, collectif, et donc on sera influencé par les représentations collectives du peuple juif. Et donc c'est pour ça que Manitou demande dès le départ, mais oui, mais nous on est tous des juifs. Et c'est pour ça, dit-il, que faites très attention. Si vous donnez une définition qui est au niveau de l'individu, ben vous allez absolument éjecter la moitié du peuple juif à l'extérieur, puisqu'ils ne correspondent pas avec votre définition. Mais si maintenant, ce que vous définissez comme l'être juif, l'existence juive, c'est quelque chose que vous recherchez dans la représentation collective d'Israël, c'est-à-dire ce qu'il appelle la carte d'identité, eh bien là, il y a la place pour tout le monde. Chacun peut s'y retrouver parce que chacun a sa place dans le collectif. Enfin, et dernièrement, et c'est ça qui est le plus intéressant pour nous dans ce texte, comment fait-on pour développer une mémoire collective? Eh bien, c'est très simple. Vous avez des lieux, des objets, des pratiques symboliques qui se rapportent à la collectivité. La rue qui s'appelle comme ça, le square qui a tel nom, etc., etc. C'est-à-dire, on crée une véritable, on peut dire comme ça, un véritable symbolisme collectif par l'intermédiaire d'objets, de pratiques, de lieux, de mots, de phrases, de discours, etc. Eh bien, nous dit Manitou, c'est cela l'importance qu'il faut accorder aux textes comme la Bible,
le Tanakh, le Talmud, etc. C'est ça la carte d'identité d'Israël. C'est-à-dire les textes en question, c'est eux qui vont véritablement nous transmettre cette mémoire collective. C'est-à-dire c'est eux qui vont nous transmettre, quand je dis mémoire collective, c'est-à-dire cette identité juive collective. C'est ça qu'ils vont nous transmettre. Parce que l'identité, nous a dit Manitou, c'est pas seulement une identité, c'est une existence, c'est-à-dire quelque chose qui relève de la mémoire de tous. Nous sommes tous vivants et donc nous sommes tous vivants en tant que juifs. Et en tant que vivants en tant que juifs, on a le devoir, effectivement, d'être en relation permanente avec le passé. Qu'est-ce qui manque dans le texte de Manitou et qui s'y trouve, mais vraiment en filigrane, et qui, donc, il est donc important d'insister justement sur cette présence presque absente du texte. Manitou nous parle de la mémoire et il nous dit tout de suite passé, le passé, la mémoire, le souvenir, le passé révolu chez les autres groupes humains. Et ça pose un problème. Pourquoi? Parce que la mémoire, précisément, c'est une dimension temporelle, mais qui n'est pas simple. La mémoire, ce n'est pas le passé. Ça implique à la fois le passé, le présent et le futur. Parce que notre compréhension du passé est toujours dans une espèce de dialogue permanent avec notre situation présente, parce que nous avons l'intention de nous projeter déjà maintenant vers l'avenir. Donc, ce qui se passe, nous dit pas encore Manitou, c'est on ne peut pas parler de passé uniquement. Ce n'est pas seulement le passé qui est révolu, mais il y a aussi une dimension de présent. Et donc, a priori, est-ce que ça ne remet pas en question l'idée que la mémoire est seulement le reflet objectif du passé? Est-ce que c'est vraiment que cela? En fait, quand on relit le texte de Manitou, au vu de cette première question, on va découvrir que Manitou y répond, mais entre deux mots. En effet, Manitou, quand il vient de parler du passé, je reviens sur la phrase qu'on avait vue tout à l'heure, eh bien, il nous dit, en effet, la perception historique de nous-mêmes est de l'ordre de la mémoire. Nous sommes inévitablement confrontés à un passé dont nous sommes issus par engendrement. Et puis il dit, mais pas par souvenir. Et comment ça? Tu viens de nous expliquer que c'est de l'ordre de la mémoire. Alors, quelle est la différence entre engendrement et souvenir? Eh bien, c'est la question que je viens de poser, c'est ça la différence. Le souvenir voudrait dire qu'il n'y a qu'une dimension du passé, c'est-à-dire je me rappelle de ce qu'il y avait, et puis donc, de manière pratiquement anachronique, je décide que je vais vivre au présent un passé révolu. C'est ce que font les autres nations, et c'est pour ça qu'ils refusent, les autres groupes humains, de prendre la tradition comme quelque chose de présent. Pour eux, c'est un passé révolu. Pourquoi, j'aurais pu dire, plaquer sur le présent un passé qui n'a plus lieu d'être? Mais nous, dit Manitou, nous ne sommes pas souvenirs, nous sommes engendrement. C'est la réponse de Manitou. Quand je parle de Toladot, dit Manitou, je veux parler justement du fait qu'il ne s'agit pas de plaquer l'identité d'il y a 2000 ans sur l'homme d'aujourd'hui, mais qu'il s'agit d'engendrer dans le présent d'aujourd'hui un homme qui soit fidèle à la réalité identitaire qu'il avait il y a 2000 ans. C'est de ça dont on parle. C'est-à-dire, comme je le disais dans ma critique, où est le présent? Il est là, dans l'engendrement. Dans l'engendrement, Manitou insiste sur le présent et donc sur le futur. Parce que si c'est un engendrement, Tolada, ça veut donc dire que je prends ce qui était en passé, je le mets au présent parce que je veux que ça évolue encore et que ça devienne un futur. J'attends le Mashiach, j'attends le Ben Adam, j'attends la résolution de l'équation de fraternité, j'attends l'émergence d'une Kedusha universelle et globale. Donc Manitou nous dit bien dans son texte, il faut faire attention, je ne parle pas ici du passé commun qu'on a peur de dénaturer comme quelque chose qui suffirait de plaquer aujourd'hui. Non, il va falloir passer par autre chose. L'équation personnelle n'est pas l'engendrement. L'équation personnelle, c'est la façon dont moi, je considère objectivement le passé. C'est mon équation personnelle. Ça, nous dit Manitou, c'est dangereux. Mais ce qui n'est pas dangereux, c'est l'engendrement.
c'est-à-dire le fait de prendre au présent l'existence juive telle qu'elle était vécue dans le passé. En cela, nous dit-il, on transforme, on donne une dimension au présent on peut dire, qui est digne d'être celle qu'il y avait dans le passé. Deuxième question ou questionnement, ou plus simplement petite critique, on peut dire, que je pourrais encore apporter à ce que dit Manitou et dont on va essayer de trouver la réponse. La question de l'interprétation. C'est-à-dire, on sait que toute interprétation, quelle qu'elle soit, implique une rencontre entre le texte qui a été écrit au passé et l'horizon de l'interprète. C'est-à-dire le monde dans lequel l'interprète se situe et surtout, j'aurais pu dire, l'espace intellectuel, l'espace d'attente de celui qui lit le texte. En gros, on pourrait dire comme ça, qu'est-ce que ça veut dire dénaturer le passé en appliquant une équation personnelle? Non, il faut pas dénaturer, mais l'interprétation est inévitable, elle est nécessaire, parce que c'est à travers elle qu'on donne un sens au passé et qu'on construit son identité. Alors, comment peut-on dire que c'est une dénaturation? Ce n'est pas une dénaturation, c'est comme cela qu'il faut aborder le passé. En gros, si je lis le Midrash et que je ne fais que le lire tel qu'il est, je ne peux pas parler d'engendrement. L'engendrement, au contraire, et c'est ça qui me semble n'apparaît pas clairement dans le texte de Manitou et sur lequel il faut insister. L'engendrement, c'est une interprétation inévitable et nécessaire de ce qu'était le passé, mais sans dénaturer à cause de l'équation personnelle. C'est-à-dire qu'il faut donner un sens au passé qui nous permet de construire notre identité au présent, en faisant bien attention de ne pas le dénaturer. C'est ça ce que Manitou nous demande de faire. Et donc, ce n'est pas écrit dans le texte directement qu'est-ce que c'est que l'interprétation des textes de la Torah, mais c'est ce qui ressort de la lecture du texte de Manitou. Et donc, nous dit-il, quand on va prendre un texte quelconque de la Torah et qu'on va le lire et qu'on va donc nécessairement l'interpréter, il n'y a pas le choix. Il va falloir faire attention de ne pas y introduire quelque chose d'étranger. Mais là, troisième petite critique. Comment ça, pas introduire quelque chose qui est étranger? Mais l'interprétation précisément, c'est le fait de mesurer, croiser, faire émerger en mesurant l'un à l'autre les différentes traditions ou mentalités qui ont évolué à travers le temps. On ne peut pas dire « je vais interpréter un texte en relisant le texte et en répétant les mêmes mots ». Donc alors, de quoi s'agit-il ici? Eh bien, a priori, le fait de demander « ne prenez pas des notions et des approches étrangères, faites attention d'enrichir, etc. » Non, l'engendrement va véritablement considérer le travail, la discipline de l'homme qui s'attache à la Torah de telle façon que ça devienne véritablement un travail qui enrichit l'identité. C'est-à-dire que l'identité va être une identité de nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau. Et il me semble que la notion de mutation d'identité vient justement préciser qu'il y a eu un apport extérieur à l'identité. L'identité juive apporte quelque chose à l'identité hébraïque. Et si, dans le cadre de ce qu'on verra par la prochaine fois, Manitou va nous parler de l'identité hébraïque, de l'identité juive, on a déjà vu ce thème, puis le retour à l'identité d'Israël et le retour à l'identité hébraïque primaire, il sera bien évident que l'identité hébraïque finale ne sera pas celle des patriarches, ne sera pas celle d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef et Moshe. Ça sera une identité qui sera passée à travers des interprétations, à travers un enrichissement qui s'est fait, un enrichissement mutuel, dans lequel les différentes traditions se sont véritablement rencontrées. Et donc, me semble-t-il que Manitou englobe tout ça dans le thème engendrement, et dans ce qu'il fait ici dans ce texte, c'est pas de dénier le fait qu'il existe une évolution, une mutation, puisqu'il en parle partout ailleurs de la mutation d'identité, mais c'est d'insister plutôt sur l'aspect de la source, de l'origine,
de cette identité pour bien nous montrer qu'elle a une origine collective, puisque c'est ça ce qui va faire le développement de sa pensée par la suite. Donc, c'est vrai qu'à cause de l'origine collective, il insiste plutôt sur le fait de la fidélité à l'identité et moins sur le thème de la mutation de l'identité. Mais plus tard, dans la suite du texte, on verra qu'il va arriver à cette idée de mutation et qu'on va retrouver là, précisément, le souci de Manitou de créer, on peut dire, une identité hébraïque qui soit une identité hébraïque d'aujourd'hui avec toutes les dimensions de l'identité juive qui s'y rajoutent et s'y agglomèrent. Voilà, donc la prochaine fois, on verra la suite donc, de la notion d'histoire et on va arriver ensuite sur le problème, pas sur le problème, mais sur la dimension collective de l'identité. Toda Rabba. Les questions, chers amis. Merci, merci. Il y a quelque chose qui m'a paru curieux, parce que si on parle de l'histoire juive, on doit apprendre, si on lit une page du Talmud, je veux dire, c'est tellement concret pour des choses qu'on fait, qu'on ne fait pas, etc. Comment ça peut être une lecture pour apprendre l'histoire? Parce que ce qu'il veut dire ici, c'est que la lecture de la Torah, la lecture des mitzvot, la lecture de l'accomplissement de la Torah et la lecture de la Torah en tant que telle, ce n'est pas, comme il dit, c'est pas de s'arrêter sur le contenu de telle ou telle mitzvah, mais c'est de créer une identité dont la mitzvah soit une partie intégrée et intégrante. C'est ça ce qu'il demande de faire. Et donc, il dit, c'est peu importe ce que l'on va étudier, quand on va étudier la Torah, n'importe quel passage de la Torah, ça va nous créer quelque chose qui va être une véritable, une poutrelle à l'intérieur de la construction de l'identité. Tout ça fait partie de l'identité. La Torah, c'est plus facile à comprendre que le Talmud, par exemple. C'est tellement… Dans la Torah, peut-être. Dans le Talmud, il faut chercher plutôt dans la direction de ce que certains penseurs ont fait, comme le Rav Soloveitchik, comme d'autres encore, qui ont essayé de montrer quelle est la philosophie et la théologie de la halacha. Qu'il y a dans la halacha une manière d'être homme. C'est une manière d'être homme. Pour le Rav Soloveitchik, faire la halacha, c'est être un homme juif. C'est comme ça qu'on est. Un homme juif fait la halacha sans se le demander pourquoi et comment. Il l'a fait, parce qu'il sait ce que c'est. Okay. Pour un juif stam, c'est un peu difficile. Le juif stam, il le fait sans le savoir presque, c'est ce qu'il veut dire. C'est le juif qui est déjà tout étudié, qui connaît déjà tout, et qui arrive au point dans lequel, automatiquement, naturellement, il le fait déjà. Top. Merci. Je sais que la fidélité d'un juif qui n'a rien étudié. Ben, ce qu'il va nous expliquer, c'est la dimension d'appartenance au collectif, mais ça, c'est la deuxième partie. Dans la deuxième partie, il va effectivement parler qu'il y a une dimension d'appartenance, le fait d'appartenir à la collectivité, et donc il va expliquer que, on va le voir à la fin, c'est assez paradoxal, il va arriver à une conclusion très intéressante sur qu'est-ce que ça veut dire en fait quelqu'un qui n'est pas du tout religieux. Pourquoi est-il quand même juif? Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est l'approche des autres cultures et des autres civilisations. Ça a toujours existé dans l'histoire juive, mais probablement qu'il y a des conditions. Il faut avoir peut-être un cadre. Je ne sais pas dans quel cas c'est positif, dans quel cas c'est négatif. C'est intéressant. Ici, là, son approche, elle est, pour le moment, elle était seulement négative par rapport aux autres nations. Mais d'un autre côté, on voit déjà apparaître qu'au niveau, quand il va parler du problème juif, il va parler le fait qu'on va justement rentrer en contact avec les nations et qu'à ce moment-là, il y aura une mutation d'identité. Donc, ça ne s'est pas fait directement chez eux, mais ça s'est fait indirectement par nous. Ils sont présents par nous. Voilà. C'est tout. Alors, bonne fin de soirée à tous.
Bonne Toda soirée. Rabara. Johan, tu as rappelé la soirée du 11 juin? Ah oui, oui. Alors, vous êtes déjà plus de 72 personnes pour la soirée qui est organisée par Midreshet Yehuda Manitou, qui va traiter de la reconnaissance. Vas-y, dis-nous un mot, Brigitte, de quoi ça parle? C'est un événement quand même exceptionnel puisqu'on essaye de faire en sorte que les gens s'écoutent les uns les autres. Donc, on a fait venir quelqu'un, entre guillemets, de gauche, quelqu'un, entre guillemets, de droite et un Haredi du parti Chasse pour réfléchir comment vivre ensemble. Et surtout, on voudrait qu'ils apprennent à s'écouter les uns les autres, que nous apprenions à nous écouter les uns les autres. C'est un événement important. Voilà. Il faut s'inscrire absolument, hein, ça c'est important. Voilà, inscrivez-vous. Je crois qu'il y a Le que 11 jusqu'à juin. 100 places. Alors, il y a déjà 72 inscrits. C'est Denis Charbit, le professeur Charbit, le docteur Ephraim Herrera et le député Yossi Tayeb qui tenteront de faire un dialogue dans les différentes factions du peuple juif. Top. Merci. Shalom à tous.